Alors, Jean-Philippe Roy, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, voilà, je suis Jean-Philippe Roy, professeur au département de géographie de l'UQAM, membre du GERAD, le groupe d'études et de recherche en analyse des décisions, qui est un regroupement stratégique québécois du FRQNT dans le domaine des outils mathématiques appliqués à la décision, et aussi membre du GEGER, le groupe d'études interdisciplinaires en géographie et environnement régional. Voilà, en ce qui me concerne, je fais des recherches dans le domaine de la modélisation énergie-environnement dans le domaine du climat. Merci beaucoup. Comme vous êtes à Paris actuellement, j'aimerais ça recueillir vos impressions sur la COP 21 de façon générale. Comment voyez-vous cet événement? Est-ce que vous lui accordez une importance ou simplement une étape parmi d'autres, comme on essaie de le présenter actuellement? Ben, Suite au succès mitigé, voire aux échecs de réunions précédentes, et à la difficulté de mobiliser les pays du monde, la Réunion de Paris a un caractère un peu spécial, puisqu'il y a vraiment eu un gros travail de présentation, de préparation de cette COP 21, et il y a un nombre record de pays présents ici. Et comme le travail préliminaire a été, je dirais, relativement bien fait, dans la mesure du possible, donc il y a eu beaucoup de travail préliminaire qui a été fait pour sensibiliser les pays, ben, il semble que, je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant qu'il soit tué, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y aura quand même un accord. Alors, c'est sûr qu'il y a un certain nombre de points sur lesquels il y a des divergences. Est-ce que l'accord doit être contraignant? Oui, oui. Les gens semblent assez positifs pour dire qu'il pourrait être différencié, ça c'est vrai. Mais le volet contraignant, notamment, a toujours été un obstacle pour les Américains, notamment. Et est-ce que vous croyez que c'est important que ce soit un accord contraignant ou pas? Oui, je pense vraiment que ce serait important que ce soit contraignant. Euh, Pourquoi? Parce que sans contrainte, c'est-à-dire contrainte et mécanisme d'audit en fait. Les Chinois ont même accepté eux-mêmes qu'il soit audité. Il faut comprendre aussi que peut-être stratégiquement, certains pays attendaient d'être prêts à pouvoir bénéficier des marchés de l'énergie. Hein. Et s'il y a un élément, il y a plusieurs éléments de conjoncture favorable. Il y a un élément, évidemment, que les rapports du GIEC sont formels, qu'il est grand temps qu'on agisse et que l'avenir de la planète en défend. Il y a le magnifique petit film qui a été fait par les Français, les déclarations de Nicolas Hulot. Je pense que la pédagogie devrait être assez claire et les sceptiques confondus. On ne devrait plus trop entendre parler de négationnistes en ce qui concerne ce genre de choses-là. On est vraiment à un tournant et si la planète n'agit pas, elle va le payer cher. Alors non seulement elle va le payer cher dans les dégâts, mais elle va le payer cher aussi humainement, économiquement et humainement, et probablement beaucoup plus humainement qu'économiquement encore. Mais il y a une autre conjoncture qui est positive, c'est la conjoncture des marchés de l'énergie. Et en fait, et là, il y a des tensions qui règnent. Ainsi, il apparaît que justement le lobby nucléaire est très présent dans l'idée que pour se sortir de l'ère fossile, il faut passer à l'ère nucléaire. Et face à ça, il y a les gens du lobby d'énergie renouvelable qui eux disent non, le nucléaire, à la limite, c'est encore pire que les énergies fossiles et on devrait passer au renouvelable. Maintenant, il faut peut-être avoir une solution, réaliste à l'échelle de la planète. C'est vrai que les transitions énergétiques peuvent être en partie avec un passage au gaz naturel qui remplacerait, par exemple, le charbon très polluant. Je parle à l'échelle de la planète parce que il faut quand même pas oublier qu'à l'échelle de la planète, le premier carburant fossile qu'on utilise, c'est le charbon, hein, c'est pas le pétrole. Qu'il y ait une transition au gaz naturel, peut-être qu'un petit peu de nucléaire, mais avec l'idée d'en sortir, et d'avoir le plus rapidement possible des énergies renouvelables propres. En même temps,
aucune énergie n'est tout à fait propre. Hein. Chaque source d'énergie consomme du territoire, impacte des populations, consomme des matériaux qui ont une vie utile et qu'il faut envisager avec une perspective, analyse de cycle de vie. Parce qu'on aura beau éventuellement régler le problème du CO2 et de l'effet de serre, si on génère d'autres problèmes fondamentaux comme la gestion massive de déchets nucléaires à long terme, ou le stockage de pales d'éoliennes, ou la difficulté de traiter des matériaux reliés au solaire actif, on n'aura pas résolu, on aura résolu un problème pour en créer un autre. Donc, et il se trouve, donc, je disais que les marchés de l'énergie semblent être en forme et être prêts. Et notamment le fait que les Chinois ont explosé, on pourrait dire, le marché du solaire, ça leur donne évidemment un avantage pour venir dire après, nous sommes prêts à embarquer dans la chose, dans la course pour le climat. Donc il faut se rendre compte que d'une certaine manière, peut-être c'est mon côté un petit peu économie de l'environnement qui dirait que d'une certaine manière, de façon réaliste, pour qu'il y ait un changement, il faut absolument qu'il y ait des opportunités économiques de faire des affaires. Et je pense qu'elles sont là, justement. Que les développements technologiques, les volontés, les grandes corporations qui sont dans le domaine de l'énergie sont prêtes à faire une transition énergétique, en fait. Oui, c'est ça. C'est payant de faire une transition énergétique. Oui, et en plus, on cherche on est un peu essoufflé de l'économie du pétrole. Donc, les nouvelles technologies, les nouveaux développements, et il y a des nouveaux pays aussi qui rentrent dans la compétition. Des fois, hein, de façon un peu critiquable. Par exemple, le Brésil avec les biocarburants, ça risque d'être une catastrophe écologique sur la forêt amazonienne. Et on parle de monoculture, on parle de croissance rapide, d'extraction de matière, donc de perte de fertilité des sols. On risque de créer des déserts sur la planète. D'autres pays se lancent dans du biocarburant plutôt qui est en compétition avec la chaîne alimentaire et donc mettent en péril, enfin augmentent le prix des denrées parce il devient pas compétitif avec celui de la bioénergie, du maïs notamment. Et ce genre de choses-là, évidemment, c'est des filières qu'on essaye et qui, à mon avis, vont disparaître au fur et à mesure des limites de leur capacité à occuper le marché. Mais c'est justement cette question de transition énergétique. Les Américains, avec le développement du gaz de schiste et du pétrole de schiste, sont devenus les deuxièmes producteurs dans le monde. Est-ce qu'ils ne sont pas justement un peu en conflit d'intérêts par rapport à une transition écologique? Justement, il ne faut pas oublier quand même que les États-Unis ont aussi d'immenses mines de charbon et que économiquement, annoncer la fermeture des mines de charbon, c'est pas très populaire. Par contre, s'il y a au moins pour une transition du gaz naturel, c'est déjà un mieux que le charbon. Alors après, il faut voir qu'est-ce que les États-Unis auront dans leur poche pour aller au-delà du gaz naturel. Il faut quand même pas oublier qu'il y a une étude qui a été produite et qui aux États-Unis qui montre que on peut faire facilement 80% d'énergie renouvelable pour les besoins internes des États-Unis. Évidemment, à un certain coût. Hein, il y a toujours un coût à ça. Mais en même temps, quand on compte les coûts des dégâts, Quand on compte toutes les externalités. voilà, c'est ça. Donc, si on tient compte des externalités sociales et environnementales et autres, sur la santé publique, etc., tout compte fait, c'est peut-être pas si cher payé. Voilà. Comme vous avez abordé la question justement des coûts et de la transition, comment peut-on voir la place du Québec dans ce débat mondial? Est-ce que effectivement le Québec joue un rôle important ou devrait jouer un rôle plus important? Comment voyez-vous sa position? Bon, le Québec, c'est un enfant gâté. Hein. On a énormément d'hydroélectricité. L'essentiel de l'effort québécois pourrait être de diminuer la consommation dans le transport.
Peut-être que la stratégie maritime pourrait aider à reconfigurer le système de livraison par camion, qui diminuerait quand même déjà encore un certain pourcentage des émissions du Québec. Et après, ben, c'est l'auto électrique. Voilà, mais l'auto électrique, c'est un bon exemple. C'est-à-dire que si tout le monde a une auto électrique, ben, on va diminuer les gaz à effet de serre, c'est certain. Mais on ne va pas diminuer les problèmes d'aménagement du territoire, de congestion, etc. Donc, il ne faut pas penser que les solutions ne sont que technologiques aussi et que toutes les solutions passent par uniquement la lutte aux gaz à effet de serre. Il y a d'autres problèmes environnementaux croisés avec ceux des gaz à effet de serre qu'il faut envisager de façon intégrée, notamment les questions d'aménagement du territoire, de changement de comportement reliés à la consommation de façon générale. Merci beaucoup. Maintenant, justement, comment voyez-vous le rôle de la science et de la société civile pour faire avancer ou pour permettre les changements qui devraient être faits? Alors c'est sûr que bon, nous autres, au Québec et au Canada, on, on peut espérer qu'on sort d'une période un peu sombre où il y a eu une espèce de déni de l'utilité de la science pour orienter les décisions des gouvernements. Dans un univers où on veut couper les budgets, etc., et où on fait prétendre que la recherche et l'enseignement universitaire, c'est carrément un luxe que la société ne peut plus se payer, ben, il y a un grand péril, évidemment, là-dessus. Alors, il y a peut-être des bémols à mettre. C'est sûr que au Québec, les leaders politiques parlent de coupure et évidemment baissent les fonds de recherche du Québec. C'est désastreux pour tout le monde. Et ça diminue notre capacité d'argumenter et d'innovation, etc., aussi bien technologique que de connaissance des problèmes. Au fédéral, ben là, c'était la catastrophe parce qu'il y avait un déni complet et que tout ce qui concernait les changements climatiques était tout simplement nul et non avenu, était jugé comme de la recherche pas intéressante. Donc, Beaucoup de ici, récupération à avec le faire. changement de gouvernement actuel, on peut espérer que le virage va se refaire. Il y a aussi toute la question que, éventuellement, on n'en parle pas beaucoup, mais on a eu affaire à des leaders qui étaient pas tout à fait, disons, honteux de dire on n'a pas besoin de la science pour décider. D'autres forces, notamment reliées à la religion, peuvent me guider dans la façon de prendre mes décisions publiques. Or, évidemment, je ne pense pas que uniquement la science doit guider les décisions, mais la science doit être présente dans les décisions et dans l'aide à la décision des gouvernements pour le bien public. Et quel rôle la société civile doit-elle avoir dans la prise de décision, justement? Alors justement, aujourd'hui, et parfois on a l'impression que les gouvernements n'apprennent pas vite, mais quand on voit par exemple que on continue d'essayer de nous passer, je dirais, à la méthode bulldozer de force des projets soi-disant dans l'intérêt du Québec par exemple ou du Canada, et que ça prend des mobilisations sociales majeures pour les faire reculer ou pour au moins assurer une discussion et un débat public, ben, je pense que la société civile a un rôle clé, vraiment de ne pas lâcher. Et en même temps, ce rôle, il a été affaibli les dernières années, puisque il y a eu des stratégies, je dirais même quasi organisées, d'affaiblissement du mouvement environnemental, hein, en concentrant les fonds et puis en les diminuant et en veillant à ce que le nombre d'intervenants rétrécisse. La loi Bayon aussi? Les lois Bayon, etc. Donc ça, c'est le côté négatif. Mais le côté positif, c'est que malgré tout, la mobilisation sociale, elle est toujours présente. Et par contre, c'est sûr que les politiciens, normalement, ils devraient comprendre qu'aujourd'hui, il faut articuler la démocratie représentative et la démocratie participative. Et donc avoir des outils qui permettent des décisions en contexte multi-acteurs et donc d'ouvrir des dialogues sur les grandes problématiques sociales et environnementales. Et les questions d'énergie sont au cœur de ça.
Et tous ceux qui ont essayé de passer de force de l'éolien ou du pipeline ou de l'exploration Des hydrocarbures. des hydrocarbures, ben, ils l'ont regretté. Et quand on regarde, par exemple, déjà comment on nous convainquait il y a quelques années qu'il fallait absolument qu'on accueille des terminaux méthaniers pour assurer l'avenir énergétique du Canada, et que quelques mois plus tard, le prix du gaz s'effondrait et que tout d'un coup, on découvrait les gaz de schiste et que maintenant, c'est plutôt qu'on veut exporter du gaz naturel américain, peut-être en faisant transiter par le Canada. Et c'est toujours soi-disant pour l'intérêt de tout le monde. Et il faut toujours faire vite et il ne faut pas rater les opportunités d'affaires. Mais heureusement qu'on en rate quelques-unes qui nous auraient mis dans un pétrin incroyable si on avait investi dans les mauvaises choses. Donc, je pense que justement, les débats publics, au moins, ont le mérite de soulever les questions, de créer le débat et évidemment d'améliorer la décision publique. Ce que les politiciens ne semblent pas encore avoir compris, c'est que c'est dans leur propre intérêt et dans l'intérêt même du Québec qu'on le fasse. Et par exemple, si j'étais moi un entrepreneur énergétique et que j'arriverais avec une nouvelle solution énergétique, quelle qu'elle soit, j'exigerais qu'il y ait une évaluation stratégique, par exemple, concernant cette solution énergétique, plutôt que de m'envoyer au casse-pipe d'un projet à l'autre face à des populations qui n'ont pas été informées et qu'on n'a pas une vision globale, etc., soi-disant au nom du libre marché, qui coûte très cher aux promoteurs et à la société. Donc, on a toujours le même argument, l'économie contre l'environnement. Ben, je, hélas, le gouvernement libéral actuel au niveau du Québec semble aller dans cette voie-là. Et quand il faut, c'est l'intérêt supérieur de la nation et du Québec fait que on est prêt à sacrifier l'environnement. C'est un peu triste à dire, mais c'est la réalité. Il n'existe pas une véritable politique énergétique. Au Québec actuellement, à part la politique énergétique qui consiste à avoir un Hydro-Québec fort, ce qui est très bien pour tout le monde, et que déjà certains voudraient mettre à mal, il n'y a pas de véritable politique énergétique. C'est au plus fort la poche. On arrive et puis tout d'un coup, on prétend qu'il y a des opportunités d'affaires et voilà, il faut les matérialiser. Et on n'a pas de vue d'ensemble. Alors, je vous remercie beaucoup pour cette réflexion à brûle pour point, pratiquement. Et puis, ben, on espère continuer à avoir de vos nouvelles, peut-être de la COP 21. Merci, Jean-Philippe Poivre. Merci.